Alors, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de À cœur ouvert. On est avec Fenda. Bonjour, je suis Fenda, j'ai 28 ans. Je suis atteinte de drépanocytose et j'ai la forme la plus grave, donc homozygote SS. Pour vous expliquer un peu, Fenda, en fait, elle nous a envoyé un message sur nos réseaux pour parler de sa maladie parce que c'est une maladie pas très connue et nous-mêmes on s'y connaît pas vraiment sur le sujet. Donc on s'est dit que c'était une super bonne idée. On va vous mettre notre boîte mail en barre de description, comme ça s'il y a des gens qui veulent participer à notre émission, bah, vous serez bienvenus. À cœur ouvert. Voilà. C'est quoi la drépanocytose? Alors c'est une maladie héréditaire et génétique. Donc moi je l'ai eu de mes parents. Ils ont eu chacun un gène. Donc ils m'ont donné les deux gènes. Ma grande soeur aussi là. Et c'est une maladie en fait qui affecte. Vous êtes deux? Ouais, on est 2 sur 5 à la fois. Ah ok, d'accord. Donc c'est une maladie qui affecte le sang, qui va en gros provoquer une grave anémie. Et qui va provoquer des grosses douleurs en fait, qui vont aller parfois jusqu'à l'infarctus osseux, ce qu'on peut dire. Et donc on peut comparer ces douleurs à 10 fois un accouchement. 10 fois? Ouais, 10 fois. Ok. Donc on est soigné en gros à l'hôpital avec de la morphine, des médicaments assez lourds. Assez lourd. Ouais. Et donc avec le temps, ça peut entraîner d'autres pathologies que je dirai après. Et t'as su à quel âge que tu étais atteinte de la drépanocytose? Moi, dès la naissance, parce que du coup ma soeur ça s'est déclaré à ses 6 mois et on l'a su qu'à ses 3 ans, mais du coup on peut faire un test pour savoir si vos enfants vous l'auront en fait. D'accord, et vu que tes parents ils savaient qu'ils avaient un gène, c'est-à-dire ils ont forcément fait le test à chaque naissance, c'est ça? C'est ça. Et du coup, comment tu l'as vécu durant ton enfance? Durant l'enfance, moi j'ai eu en fait plusieurs maladies qui se sont déclarées à cause de la drépanocytose. Donc, à part des crises. Quand tu dis crises, tu parles de quoi? Des crises douloureuses. On appelle des crises vaso-occlusives. En fait, c'est nos globules rouges qui ont une forme en forme de croissant de lune. Okay. Donc vous les avez ronds, nous on les a ronds et en forme de croissant de lune. Et en fait, parfois ils vont s'entrechoquer et bloquer la circulation du sang. Et c'est ça qui va créer les douleurs. Et donc c'est ce qu'on appelle du coup les crises vaso-occlusives. Donc ça en gros ça me faisait louper souvent l'école. Ça dure combien de temps à peu près une crise? Ah ça dépend, franchement ça peut aller d'une journée et passer en 3 heures, comme ça peut durer 2 semaines. 2 semaines de douleur non-stop? Ouais. Des fois ça descend un petit peu, des fois ça remonte crescendo en fait, mais tu peux jamais vraiment savoir comment est la crise. Mais pendant tes crises, tu fais comment pour te soulager? Médicaments. Moi j'ai des médicaments lourds. Et après quand j'arrive pas à gérer, en fait, je vais directement aux urgences. Et donc c'est pareil, c'est des médicaments lourds, beaucoup d'hydratation en fait dans la vie de tous les jours, éviter le grand froid, les périodes de stress, les émotions négatives, tout ça. En fait, dans la vie de tous les jours, il faut faire attention pour ne pas avoir une crise. D'accord. Okay. En fait, c'est des facteurs qui favorisent. Voilà, qui déclenchent. Okay. Plus petite, j'ai eu ma hanche qui s'est nécrosée. Donc en fait, le sang il circulait tellement mal que l'os, il était mort. Donc j'ai été opérée et j'ai pas pu marcher donc de mes 9 ans à mes 10 ans. J'ai été en centre de rééducation, j'ai réappris à marcher, j'étais en centre toute seule. Tu as eu une prothèse? Non, ça la prothèse je l'ai eu là récemment. Okay. Donc j'ai eu plusieurs opérations avant, en fait, qui n'ont pas marché à chaque fois, ça se dégradait. Et, moi en fait c'est les deux côtés, donc je prenais 3 appuis sur une et après quand on réparait l'autre, je prenais 3 appuis sur l'autre. Okay. Donc après oui, là on a mis la prothèse il y a 2 mois. Et c'est quoi exactement la prothèse? Parce que j'imagine pas. Alors en fait, ta hanche elle est comme ça et t'as la tête fémorale en fait qui te permet de bouger ta jambe. Moi c'est vraiment ça en fait qui était mort et le côté. Et donc on m'a enlevé vraiment toute cette partie et donc j'ai une prothèse en titane. D'accord. Donc elle prend la même forme en fait et elle est en titane. Donc ça veut dire je passe les portiques d'avion, je vais sonner maintenant. Ouais. Et tout le temps. Mais là le reste c'est ta jambe. Ouais, le reste, la prothèse elle est jusque mon genou. D'accord.
D'accord. Donc ils l'ont rentré par derrière. D'accord, c'est vraiment c'est rentré à l'intérieur. Ok, D'accord. Tu t'es fait opérer récemment, c'est ça? Et tu fais de la rééducation. Oui. Ouais. Donc ça consiste en quoi exactement? 2 mois j'étais vraiment béquille parce que je ne pouvais vraiment pas m'appuyer complètement sur ma jambe. Même si le jour après l'opération, on vous lève en fait, on ne vous laisse plus coucher. Avant c'était comme ça, maintenant on vous dégage du lit. De la rééducation, je réapprends à marcher. Moi personnellement j'avais un problème, mon pied droit il partait en cacahuète. Donc je réapprends aussi à marcher droit. Je renforce mon musculaire aussi parce que j'avais plus du tout de force. Ma jambe elle a été endormie pendant 2 semaines parce que j'avais des très fortes douleurs à cause de l'opération. Du sport, vraiment pour réapprendre dans la vie de tous les jours et être autonome et tout, à pouvoir se mouvoir seul. Ouais, c'est ça en fait. C'est réapprendre à marcher dans la vie de tous les jours, faire des mouvements dans la vie de tous les jours. Je réapprends même à faire des tâches ménagères parce qu'il y a des mouvements que je ne peux plus faire en fait pendant quelques mois. Moi, si je t'avais croisé, je me serais jamais dit qu'elle a un problème à jambe parce que t'es arrivée, tu marches normalement quoi. Parce que j'essaie de le cacher, tu vois. Et en fait, moi, ma prothèse a été mal mise, donc je boite. Mais comment ça, mal mise? Ils ont fait une erreur? J'ai un décalage moi, de l'âge à la naissance. Et quand il a mis la prothèse, il n'a pas calculé ça. Et donc aujourd'hui, j'ai 1,5 cm de décalage. Donc en fait je suis obligée de refaire l'autre prothèse pour enlever ce décalage, sinon je vais boiter et je vais avoir des problèmes de dos. Donc tu vas devoir te faire opérer. Voilà, encore. Okay. Mais c'était prévu l'autre opération ou pas? C'était prévu, mais moi je comptais la faire bien après. D'accord. Okay. Et c'est pour quand du coup? J'ai pas encore mis ça sur le tapis. J'attends de sortir de rééducation et puis on verra bien. Et du coup là t'as fait combien d'opérations? Et là pour ma hanche j'en ai eu 5 en tout. Donc à gauche j'en ai eu 2 et à droite j'ai eu 2 opérations aussi et une injection de cellules souches en fait pour essayer de réparer la casse. D'accord. C'est beaucoup quand même parce que t'as que 28 ans. Ta soeur elle a quel âge? Ma soeur elle a 33. D'accord, et elle a eu autant d'opérations? Non, ça n'a pas eu les mêmes impacts sur elle. Donc ça dépend vraiment du cas. Ouais, c'est ça. En fait elle, ça c'est, Dieu merci, tu vois, c'est mieux arrangé en fait avec le temps. Ah, ça va mieux? Oui, ouais. Donc ça peut s'arranger avec le temps. Ouais. Okay. En fait, tu as toujours la maladie, mais tu fais moins de crises selon ta personne. Elle a moins de répercussions sur sa vie. Okay. Donc, ouais, ça dépend vraiment de la personne. D'accord. Du coup, la drépanocytose, ça t'empêche de faire des activités dans la vie de tous les jours ou tu peux quand même tout faire? Tous les jours, non, je peux pas tout faire. Par exemple, en période de grand froid, moi j'évite de sortir parce que je suis trop sensible. Genre, on t'a fait sortir, il fait hyper froid. Non, c'est moi qui ai demandé à venir. Tout ce qui est altitude, par exemple le ski, je ne fais pas. Sur mon parachute, je pourrais jamais faire alors que c'est un grand kiff. Ah ouais? Ouais, franchement, j'aime trop les trucs à sensation. C'est mon cauchemar. Vraiment mon cauchemar. Le cœur, ils sortent. Il y a quoi aussi? La piscine, j'évite parce que les changements de température aussi, c'est mauvais. Mais tu peux y aller par exemple si tu vas dans l'océan Indien parce que l'eau est chaude, ça va. Ouais. Là par exemple pendant la kiné je fais de la balnéothérapie, c'est de l'eau chaude en fait, donc ça m'évite de prendre froid. D'accord. Mais sinon en vrai dans la vie de tous les jours c'est pas vraiment la maladie qui m'impacte, c'est toutes les conséquences autour. J'ai pas de travail stable parce que j'ai des périodes où ça va et j'ai des périodes où ça va pas et les entreprises elles sont pas forcément compréhensives même si je suis reconnue handicapée. Ouais, c'est parce qu'en fait, du coup, la maladie elle n'est pas bien connue. C'est ça. Ils comprennent pas en fait. C'est ça. Ouais, déjà, même dans les hôpitaux, ils te regardent bizarre, mais dans les entreprises, dans les hôpitaux, ils te regardent bizarrement alors que. Moi, je suis en province, ouais. Donc, franchement, déjà en province, ça fait 28 ans que je vais dans le même hôpital, enfin 28, 25. Quand j'y vais, on me demande encore des fois de décrire la maladie. Genre, vous êtes docteur. J'ai des remarques de ouf. Une fois, il y a un mec qui m'a dit elle vient reprendre sa dose de morphine et tout en mode. Je suis des drogués. Ouais, mais franchement, après, quand je viens sur Créteil, parce que je suis suivie sur Créteil, ils s'en connaissent mieux. Ouais, quand je suis aux urgences, je suis prise directement. Mais le personnel médical en Provence, il n'est pas
adapté, enfin il connaît pas. J'ai l'impression qu'ils veulent pas connaître. Très honnêtement, c'est l'une des premières maladies héréditaires et génétiques au monde. Ouais. On est plein d'avoir, que ce soit des Africains, que ce soit des Indiens, des Pakistanais. Ils veulent pas connaître, c'est tout. Quel est le comportement, par exemple, d'autres personnes par rapport à ta maladie que t'aimerais qu'on ait, par exemple? Je vois beaucoup de femmes en parler, par exemple, autour de moi, mais je vois peu d'hommes atteints de la maladie en parler. Et je sais qu'eux, ils ont parfois plus une portée vers les hommes. Nous, on va plus avoir une portée vers les femmes, etc. Et les conséquences sont différentes en fait sur les hommes. Un exemple bête, ils vont avoir parfois des érections, mais genre hors rapport sexuel. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et je sais que les mecs ils sont moins focus sur leur santé. Ouais, c'est ça, les autres ils en parlent beaucoup. C'est ça, c'est ça. Et bêtement, ce serait bien qu'ils en parlent, que la parole se libère. Et après, vis-à-vis des autres, en vrai, j'ai pas vraiment de soucis. Moi, après, je suis quelqu'un qui aime répondre aux questions. J'ai pas de soucis à ce qu'on me demande ce que j'ai, tant que c'est bien formulé. Mais c'est vrai qu'après, moi, je l'ai beaucoup caché. Donc, je peux pas en vouloir aux gens de réagir. T'en parlais pas avant? Non, avant, j'en parlais pas. Pourquoi? Parce que j'avais honte. Honte pourquoi? Peut-être malade? Ouais, dans le sens où je voyais tout le monde autour de moi être normal. On me demandait pourquoi je loupais les cours, pourquoi j'étais maigre, pourquoi j'étais petite. Et tout ça, en fait, c'est lié à la maladie. Mon retard de croissance, c'est lié à la pathologie. Le fait que je sois mince. On fait la même taille. C'est vrai que. Toi. J'avoue. Mais ouais, franchement, je comprenais pas. On me demandait tout le temps pourquoi t'es petite. Mais moi aussi. Voilà, franchement, tu comprends alors. Ouais, je comprends tout à fait. Arrêtez de nous demander pourquoi on est petite, en fait, c'est notre taille, c'est tout. Tu vas mettre 54 mois. Ah ouais, et tu vois, 57. Mais avant, ça se voit. Ok, voilà. Tu vois, du coup, avantage. Il y a toujours plus petit. Donc, oui, ouais. Ils arrêtent de faire les choquer. Franchement, c'est. Déjà, moi, je connais une fille, elle va mettre ça comme cas. Et ben, je le crois. Ok, pardon. Ok. Franchement, je veux pas qu'on me prenne en mode. Je veux pas te pitcher. J'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Donc, être normal, c'est tout. Ok. Et je sais que tout le monde, il me semble que tout le monde doit faire un test pour savoir si on est SS ou. C'est quoi exactement? Parce que moi je sais pas exactement. En fait, à la naissance, en France, récemment ça a changé, maintenant c'est accessible à tout le monde. D'accord. Donc tu dois faire un test d'amniosynthèse. Mais ça c'est un test, en gros, on voit par rapport à ton liquide amniotique, il y a plusieurs maladies sur lesquelles on fait ce test. Et maintenant, tu peux faire juste une prise de sang pour qu'on puisse voir s'il y a le gène qui mute en toi. Et donc pour être SS ou AS, en fait, ça va être simple. Tes parents, si tes parents ont chacun un gène, ils peuvent tous les deux te le donner. Il y a 50% de chances que tu sois AS, donc en gros que tu es porteur du gène, mais que tu n'aies pas de conséquences sur ta vie. Il y a 25% que tu sois SS, comme moi, donc en gros les conséquences, les crises, etc. Et il y a 25% de chances que tu n'aies aucun gène. Donc pareil, aucun souci sur ta vie de tous les jours. Donc on peut être atteint de drépanocytose et même sans avoir de parents maintenant, même sans avoir de crise, ouais. Si, ils sont en fait, ils ont le gène, mais le gène il n'est pas déclenché. D'accord, automatiquement que tes parents ont un gène. D'accord. Voilà, tes deux parents sont SS, ça veut dire que toi, AS, et toi tu es AS, mais ça se trouve tu le sais même pas en vrai. Okay. Ça veut dire qu'en fait il faut faire attention aussi avec la personne avec qui tu fais un enfant parce que peut-être que tu peux donner ce gène. C'est ça, donc c'est important de faire les tests. De la maladie. Il n'y a pas AA? Ça n'existe pas? AA en fait c'est la personne qui n'a pas de. Moi je suis AS. Ah ouais? Comment tu sais? Ma mère elle m'a dit, on a fait les tests, j'ai fait des drépanocytaires, je crois, je crois.
Ouais, la jaunisse, un truc comme ça, mais en tout cas, je suis à l'aise. Comment la jaunisse? Non, je te jure. Si, la jaunisse, en fait, c'est à cause de l'anémie forte. Ah, c'est pour ça les noirs, les bébés noirs, ils ont tous la jaunisse quand ils Ouais, souvent. Bah si, je te jure, la plupart des bébés noirs, quand ils naissent, et ben ils ont la jaunisse, la plupart. Ouais, mais neveu, j'ai aucun neveu quand il a Ça se trouve, oui, mais tu t'en fous, genre ça se voit pas. Mais non, on sait pas. Ah, ils savent pas? Enfin, si, ils savent, mais genre c'est un vieux truc. Oui, mais elle l'aurait dit. Oui, je pense C'est parce qu'on n'aurait pas forcément. forcément. On connaît pas, bah non. Genre, moi, j'ai la jaunisse, j'aurais dit qu'elle a drépano, mais l'anémie en soi, la forte anémie, ouais, ça crée la jaunisse, genre t'as les pupilles. Jaune, j'ai pas des été yeux rouge. jaunes et donc tu peux avoir même la peau jaunâtre. Ok. Mais moi je suis anémiée du coup. Ça se trouve que je suis AS peut-être, non? Non, pas forcément. En soi, les noirs ici, on est Ouais, je suis tous très anémiés. anémie. Ouais. Moi, je suis anémie aussi, mais de base, j'étais pas anémie, c'est parce que j'ai une maladie aussi, c'est de la thalassémie, je sais pas si tu connais. Ah, bah c'est collé avec la drépanocytose. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas grandi. Arrêtez de me demander pourquoi je suis petite. Non, mais moi tu vas dire ça, t'as la thalassémie. Non, mais j'ai la thalassémie. Tu veux ça, on l'a su il y a pas mais longtemps. je l'ai pas su à ma naissance. Quand j'étais petite, je l'ai pas su. J'ai commencé à faire beaucoup d'anémie. Je sais même plus, C'était 25 ans, ouais. 26 ans, je crois. D'accord. Mais sinon, de base, j'avais rien. Mais après, ça m'a fait des crises d'anémie. Alors que on est déjà parti donner notre sang. J'ai donné mon sang malade. Franchement, on est déjà parti donner notre sang. Et elle, moi j'ai pas pu donner mon sang parce que j'avais trop d'anémie. Ouais. Mais elle a pu donner son sang. Ouais. Alors qu'elle avait la thalassémie, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Après, un jour, j'ai fait un contrôle chez le médecin, j'étais hyper malade. Et on m'a fait un contrôle de tout. Et c'est là où ils ont vu que j'avais la thalassémie. Mais sinon, de base, personne n'était au courant. Et genre, t'as des conséquences parce que je sais que ça, parfois, genre, je suis hyper faible, hyper fatiguée. Genre, vraiment, je suis KO. Tu vois, en fait, des gens qui ne prennent pas au sérieux ta maladie. Non, je te jure, bah là, je pense que là, je fais des crises. Maintenant qu'elle lui a dit, ouais, c'est la drépanocytose, ça commence à dire, ouais, je suis. Mais non, je te jure, parfois, je suis vraie, mais tu vois, je dis, comment tu vas avancer avec des gens? L'anémie normale. Tais-toi, les gens de ta maladie. L'anémie normale, même moi, des fois, je suis fatiguée, mais elle, je suis pas. Non, je te jure, parfois, laisse-moi parler. Ok. Non, parfois. Là, par exemple, hier, j'ai dormi jusqu'à 6-8 heures. On peut faire ça? C'est trop grave. J'étais KO. J'ai dormi jusqu'à 18h et je me suis réveillée, j'étais encore fatiguée. Genre parfois je suis vraiment faible de ouf, je me lève, je suis fatiguée, je suis KO, mais c'est que j'ai juste ça en fait, juste la fatigue de fou. Mais on te donne du fer ou Ouais, parfois je prends du fer. Ça monte super vite. Ouais, ça monte super vite. Parfois je prends du fer, je prends des cures de fer et quand je vois que c'est remonté, ben je m'arrête. Jusqu'à. Bah là je pense qu'il faut que j'aille chez le médecin pour me prescrire du fer parce que là c'est chaud. Non, juste parce que je suis KO. Même ma mère, il y a quelques jours, elle m'a dit d'aller chez le médecin parce que. Je sais pas pourquoi, mais toi. T'inquiète, Carla. Ok. Même la vitamine D, nous les noirs et moi aussi, j'ai pas de vitamine D. J'ai jamais pris de vitamine D. Genre, je suis pas. En fait, j'aime pas prendre des médicaments. Genre, ça me saoule, donc je prends rien. À part quand c'est vraiment. La vitamine D, moi, quand c'est chaud, quand je fais un prise de sang et que c'est chaud, il me donne une fiole. Ouais, une fiole, une ampoule, et après, tu prends une seule fois. De base, il faut en prendre. Non, c'est pas tous les jours. C'est tous les 3 mois. Non, les vitamines en cachet, là, c'est tous les jours. Ouais, c'est la vitamine D, il y a. En gros, c'est vraiment une C'est pas ça, c'est vitamine C. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut qu'ils prennent les gens tous les jours. Ouais, vitamine C, enfin un truc. Et vitamine E aussi, c'est un antioxydant. Mais vitamine D, c'est juste une fiole que tu prends, genre c'est un truc, et après t'attends un peu, je crois, ouais, comme t'as dit, 3 mois, et après t'en repris. Moi, parce que peut-être t'as pas de problème de vitamine D. Moi, en tout cas, je sais que je dois prendre. À chaque fois que je fais une prise de sang, j'ai ça. Mais ça change quoi? Bah. Je crois que c'est un manque de soleil. Ah ouais? Peps, ouais, le soleil en fait, tout ça, l'anémie, la vitamine D, nous commande de soleil ici là. Ouais. Okay. Ça apprend pas. Ça apprend pas. En fait, ma vie, elle devait pas être ici en fait. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu rencontres des problèmes dans ta vie sentimentale par exemple? Ouais, genre. C'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde et les gens ne le prennent pas vraiment au sérieux au départ. Moi je sais que j'ai pas de souci à en parler, enfin au début on va parler normal, mais une fois que je sens que c'est sérieux, je préfère en parler parce que je veux pas on s'attache et puis tu fuis. Et à plusieurs reprises, en fait ça a été ma carte joker, j'ai douté d'une personne et j'ai sorti ma maladie et plus de nouvelles. Donc, ouais. Ou alors, en fait, tu débutes une relation et puis la personne se rend compte que bon, c'est pas si simple la maladie
Donc elle fuit, elle te sort des raisons X ou Y, mais tu sens que c'est pas sincère, que c'est par rapport à la maladie. Donc moi je fais attention, franchement j'essaie de me focaliser sur ma santé. Après quand il y a une personne qui est bien, j'essaie de lui donner mon attention, mais je sais que je crée une bulle en fait par rapport à ça, où je laisse entrer peu de personnes, même par rapport à mes amis, hein, quand je suis hospitalisée, tout ça, je ne préviens pas. Je ne préviens pas, mes soeurs, mes frères, des fois ils m'engueulent. Parce que c'est pas quelque chose que je veux partager, c'est des moments où je veux pas qu'on me voit, je suis très faible, je suis pas bien, donc je trouve que c'est un petit peu à tuer l'amour, même si c'est quelque chose qui est réel et qui doit être ancré dans la relation, très honnêtement. Mais moi j'aime pas faire vivre ces moments-là à une personne que j'aime personnellement. Et t'aimerais fonder une famille? De base, non. J'ai tellement peur en fait de donner mon gène à mon enfant que je pensais plus à l'adoption. Maintenant c'est vrai qu'avec l'âge j'ai réfléchi parce que je me dis que c'est pas pareil de porter un enfant et de l'adopter et du coup d'être enceinte c'est plus compliqué, non? Ça a des conséquences, c'est très comment dire, surveiller en fait. Il suffit même que je fasse une crise vaso-occlusive, donc une crise de douleur pendant ma grossesse. Et en fait, le bébé peut mourir parce qu'il n'y a plus de circulation qui se fait, ça se fait mal. C'est compliqué. Et tu peux accoucher par voie basse avec la hanche? Non, moi avec la prothèse, maintenant c'est fini. Okay. C'est fini, donc ce sera césarienne si jamais j'accouche. Maintenant, sans la prothèse, j'aurais pu, accoucher par voie basse. Est-ce que en France, on est en France, il y a des trucs qui ont été mis en place comme des associations ou des groupes de personnes qui en parlent, où vous pouvez vous rassembler entre vous pour vous sentir un peu moins seul, parce que j'imagine que tu te sens un peu seul parfois, non? Oui. Après, l'essentiel des associations sont sur Paris. Moi, je sais que je suis suivie à Henri Mondor et on m'a mis en relation avec l'association Drepaction. Il y a l'association aussi Drepanop. Les deux sont trouvables sur Instagram. Ils organisent des conférences avec des médecins pour parler un petit peu plus de la maladie, des conférences entre patients. Il y a aussi des visites parfois à l'hôpital. Moi, je ne suis encore jamais tombée sur moi, mais je sais qu'ils viennent voir des patients à l'hôpital pour leur tenir compagnie, leur parler. Et donc, il y a pas mal. En fait, c'est surtout les patients. Ou les parents de patients qui vont être à la tête de ces organisations. D'accord, on vous mettra le lien des associations en barre d'infos. Tu voulais nous parler des conséquences sur le long terme? Donc après les conséquences sont sur le long terme, c'est pour ça que je voudrais que les personnes fassent le test, parce que c'est pas anodin, c'est pas juste des crises de douleur tous les jours. Donc il peut y avoir des conséquences sur le foie, sur les reins, à force de faire aussi des crises au niveau de la poitrine, ce qu'on appelle des syndromes thoraciques aigus. Donc c'est comme si on faisait des infarctus. Ça c'est la première cause de mortalité chez nous. Il faut savoir qu'on a une espérance de vie, c'est marqué un petit peu sur internet 40 ans, mais on arrive à aller au-delà. Maintenant, aller au-delà avec une bonne santé, c'est encore dur. Donc il y a aussi la possibilité de faire des AVC. Donc il faut avoir un rythme de vie et une hygiène de vie assez bonne. Faut pas se laisser aller, tout ça c'est compliqué en fait. On oublie vite des fois qu'on est malade quand on n'a pas les crises, mais ça revient vite. Franchement, ça nous met vite à notre place. Et donc, si je vais dire un mot au Drepanon, c'est prenez soin de vous. Parce que quand on retourne dans le lit, là on prie le bon Dieu, mais faut arrêter de faire des choses. C'est une maladie grave. Moi, j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai mis du temps à me déclarer comme personne handicapée. Mais c'est pas des jolis. Franchement, c'est pas n'importe quoi. Salut, je voudrais revenir sur un point très important concernant la prise en charge de la drépanocytose et vous sensibiliser sur une cause qui est très importante pour nous. Donc il faut savoir que lorsqu'on est anémié, donc on manque
de fer, on manque d'un apport en oxygène et donc les crises sont de plus en plus rapprochées. Donc ça a des conséquences sur notre vie privée, notre vie professionnelle, ça nous limite et ça a aussi des conséquences à long terme sur notre santé. Donc pour vraiment pallier à ça, on a recours à des transfusions. Les transfusions, ça va nous permettre de régénérer un petit peu notre sang, d'avoir vraiment des nouveaux globules rouges. Donc ces globules rouges qui seront pas déformés, qui auront plus d'apport en fer, plus d'apport en oxygène et donc limiter les crises et vraiment les espacer. Moi je sais que fut une période, j'étais à 2-3 crises dans le mois et elles étaient vraiment longues et vraiment rapprochées, ce qui fait que je n'avais vraiment pas dit. Et donc les transfusions m'ont vraiment aidé à espacer cela et même, je dirais même à les réduire au niveau du temps. Et vraiment, je voulais sensibiliser la communauté afro-caribéenne et africaine parce que je sais qu'encore de ce côté-là, on a peu de donneurs. Et vu que pour une transfusion, en général, on va recevoir 2 poches de sang minimum, ça peut vraiment aller très vite en sachant qu'on développe des caractéristiques vraiment propres à notre sang, propre à notre origine. Donc le mieux vraiment c'est de recevoir du sang qui est plus proche, j'ai envie de dire, de notre origine. On peut recevoir du sang de tout le monde, mais pour éviter et limiter les rejets, le mieux vraiment serait d'avoir du sang qui est propre à notre origine. Donc voilà, je voulais aussi vraiment vous sensibiliser tout court sur la cause du don du sang parce que en dehors de la drépanocytose, ça sauve aussi beaucoup de vies. Mais voilà, si on veut revenir sur le point de la drépanocytose, ça nous aide vraiment dans le quotidien. Et en sachant que moi, par exemple, si je prends mon exemple, fut une période en fait où je recevais donc 2 poches de sang à chaque transfusion et je faisais à peu près une transfusion tous les 6 mois. Donc ça peut vraiment monter haut en sachant qu'on est la première maladie héréditaire et génétique la plus répandue dans le monde et en France. Je vous laisse faire le compte, ça peut vraiment aller très vite. Je sais que de ce côté-là aussi, il y a aussi des paramètres qui font que les donneurs et donneuses africaines et afro-caribéennes sont soumis à plus de limites entre guillemets que les personnes caucasiennes, mais faut pas lâcher. On en a besoin et c'est essentiel pour notre quotidien. Je voulais aussi vous parler de la greffe de moelle osseuse. Donc ça, c'est un moyen de guérir de la drépanocytose. Ce n'est pas un moyen qui marche à 100%, mais c'est un moyen qu'on utilise de plus en plus. Donc si vous avez un frère ou une sœur qui est drépanocytaire et que vous n'êtes pas atteint ou alors vous avez simplement le gène, vous pouvez être donneur. Vous pouvez faire les tests de compatibilité. Donc ça sera à voir avec le médecin spécialiste du drépanocytaire en question. Mais aujourd'hui, ça sauve des vies. Aujourd'hui, ça permet vraiment de pouvoir vivre sans crise, sans douleur, quand ça marche, évidemment. Et de vivre comme une personne de type AS, donc porteur de la maladie, mais n'ayant pas les conséquences de la maladie. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur la drépanocytose et que mon message a pu transpercer vos petites oreilles. Et moi, je vous fais des petits bisous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ton témoignage et d'avoir sensibilisé les gens sur la drépanocytose parce que c'est une maladie pas très connue. Moi-même, je connais de nom, mais je savais même pas que vous souffrez autant. Donc merci. Merci à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à notre chaîne En Vrai Farina. Donc merci d'avoir regardé la vidéo.